Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Dawn's Early Light, The War of 1812, publié par Compass Games en 2020. Dans ce classique vidéo d'introduction, le premier de la playlist, je vais faire un petit tour d'horizon du jeu. On va regarder le board ensemble, puis on va regarder les conditions de victoire. Alors le voici sans plus tarder dans toute sa splendeur. N'ajustez pas votre appareil, c'est un jeu qui est fait pour être joué, là, comme je dis, en portrait plutôt qu'en paysage. Alors c'est un peu difficile à montrer là, sur un écran widescreen, là, mais si je scroll, là, vous allez voir que finalement, là, il y a beaucoup de stock. Là. Le plateau nous montre l'Amérique du Nord dans toute sa splendeur, là, du golfe du Mexique et de la Floride là, jusqu'au Bas-Canada et aux Maritimes. Là. Donc c'est un jeu quand même assez épique. C'est un jeu à l'échelle stratégique. Ce jeu-là a vraiment volé sous mon radar, comme on dit en bon français, là. Euh, Sorti en 2020, une sortie relativement récente, là. On est en 2022 au moment où j'enregistre ce vidéo-là. J'ai découvert ça juste l'année dernière, en 2021, quand j'ai vu passer une demande de quelqu'un pour jouer à ce jeu-là en play by email. À chaque fois que je vois une demande comme ça puis que le jeu me dit rien, je prends la peine d'aller voir. Et aux surprises, je me suis rendu compte, un card-driven wargame. Alors, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez comment les jeux, les card-driven games me parlent. Alors, moi, dès que je vois un jeu avec des cartes, là, je saute dessus quasiment systématiquement, là. Alors, j'ai accepté le défi ou le challenge ou l'invitation de ce joueur-là, là. Puis, on a joué une game en play by email ensemble. Faut dire que Compass Games, des jeux, ils en sortent un puis un autre, comme on dit en bon québécois, là. Euh, Ils sortent un jeu par mois, des fois, si c'est pas plus. Alors, c'est dur c'est dur de garder le beat, là, puis de rester au courant là, d'à peu près tout ce qui se passe. Mais celui-là, définitivement, là, Mea culpa, je l'avais échappé. Bon, en plus, évidemment, je suis québécois. Alors, j'habite là, quelque part au sud de Montréal, ici. Ça n'a pas de grosse influence, ça, pour moi, je dois dire, là, le fait que ah, là, c'est une partie de notre histoire, c'est de j'habite là, proche là, d'où a eu lieu tel combat. Là. Mais bon, c'est quand même intéressant de voir un jeu là, sur une région qui est proche. La guerre de 1812, là, sans faire un cours d'histoire, pour ceux qui ne sont pas familiers, là, on peut voir ça de manière simple là, comme étant ce que moi j'appelle la deuxième round entre les États-Unis et les Britanniques. Alors, on est 30 ans après la Révolution américaine et la guerre de 1812 oppose les deux mêmes protagonistes. Alors, les États-Unis contre l'Empire britannique. Le résultat a été moins épique. En fait, le résultat de cette guerre-là, selon beaucoup d'historiens, là, c'est très rare qu'on voit ça, là, mais ça a été un verdict nul. Un stalemate, comme on dit en anglais. Là. Alors, il n'y a pas vraiment eu de vainqueur. Et ça m'a toujours fasciné, ça, comme, et là, c'est le designer qui parle. Le défi, souvent, si on design un jeu sur une bataille ou une guerre quelconque, c'est que dans la très grande majorité des cas, il y a eu un vainqueur. Alors, si je prends l'exemple classique, la bataille du Bulge, ça a été gagné par les Alliés. Alors, les Allemands se sont fait donner une volée éventuellement à la bataille du Bulge. Alors, quand on essaye de designer un jeu sur la bataille du Bulge, si on fait bien notre recherche historique et si notre jeu reproduit fidèlement l'histoire, les chances sont que les Allemands vont se faire donner une volée. Parce que dans le même terrain, avec les mêmes effectifs, ils se sont fait battre, historiquement. Alors, ce que je trouve intéressant avec la guerre de 1812, c'est que dans la vraie vie, ça s'est fini avec un verdict nul. Alors, les designers, normalement, là, c'est encore là, s'ils reproduisent fidèlement l'histoire, on devrait avoir un conflit là, assez serré entre les deux joueurs. Faut pas oublier aussi là, qu'en 1812, là, bon, les Britanniques en ont plein les bras là, avec Napoléon de l'autre côté de l'océan. Là. Alors, ne peuvent pas évidemment là, consacrer là, toutes leurs énergies à cette bataille-là. Là. Alors, à cette époque-là, là, les nations étaient assez occupées là, en termes de guerre. Et souvent, il y avait plus que de guerre en même temps. Là. Mais bon, on est sur la fin là, de l'époque de Napoléon. Là. On va voir justement Napoléon abdiquer au cours vers la fin de la guerre. Là. C'est une carte, entre autres, là, qui arrive en jeu. Là. Mais jusque-là, là, on peut pardonner les Britanniques là, euh, d'être un peu là, distraits par ce qui se passe en Europe.
Ce jeu-là est une bonne intro pour un non-wargamer. Alors, si vous êtes vous-même un wargamer peut-être débutant, apprenti, enthousiaste, c'est un excellent jeu pour commencer. On va voir, les règles sont simples et comme tout bon card-driven game, la majorité du chrome, ce qu'on appelle les exceptions, sont sur les cartes. Alors, ça permet d'avoir un jeu là, dont la fondation ou la base est accessible, facile à enseigner. Puis qu'après ça, là, on commence, on pige les cartes, puis là, les cartes vont introduire toutes sortes de patentes, mais bon, c'est écrit sur la carte plutôt que d'être là, une des 26 règles que vous devez mémoriser là, au début de chacune de vos parties. Si vous êtes un wargamer chevronné, mais que vous essayez désespérément d'introduire certains de vos amis gamers à cette palette de jeux que sont les wargames, alors si ces amis-là ne sont pas encore tannés, s'ils vous ont pas officiellement envoyé chier en vous disant peux-tu me foutre la paix avec les wargames, s'ils ont encore le goût d'essayer, ben Dawn's Early Light pourrait être un jeu que vous utilisez pour essayer là, de les attirer dans notre hobby. Encore là, c'est simple, ça se joue en une soirée, c'est écrit 2 heures sur Board Game Geek, c'est peut-être un peu optimiste. Votre première game comptait peut-être entre 3 et 4 heures, mais je suis convaincu quand deux joueurs expérimentés là, qui savent jouer, là, 2-3 heures max, on est capable de jouer à ça. Alors, des wargames qui fit en une soirée, c'est quand même relativement rare. Alors, encore là, vous êtes probablement capable, là, après souper, d'inviter votre buddy, lui enseigner le jeu, puis jouer une game. Là, vous allez finir autour de 10-11 heures le soir, dépendamment de l'heure que vous commencez. Là, puis vous allez peut-être lui avoir donné son baptême du wargame, puis lui avoir donné là, la curiosité d'explorer davantage. Il y a peut-être, je dirais, là, si ça peut vous aider aussi, là, selon mon expérience, puis ce que j'ai vu sur les forums aussi là, de Board Game Geek, là, il y a peut-être un petit billet favorable pour le Britannique dans le jeu. Il y a peut-être, je ne veux pas dire un problème d'équilibre, là, c'est fort un peu, là, mais à date, le feedback préliminaire des joueurs, là, c'est que le Britannique semble avoir un petit avantage. Et je l'ai vécu à mes dépens. J'ai joué l'Américain, là. Puis en gros, là, à un moment donné, là, le principal problème, là, c'est qu'en tant qu'Américain, on est pris en sandwich, si on veut, là, entre les troupes britanniques terrestres, puis éventuellement là, les troupes britanniques qui vont arriver par la mer. Alors là, on a comme deux fronts à gérer, là, et ça, c'est toujours tough dans un jeu de guerre, là, d'être pris comme ça en sandwich, là, ça a beaucoup limité mes options personnellement comme américain. Alors, si vous invitez un ami, puis vous voulez faire découvrir le merveilleux monde des wargames, faites-lui jouer le britannique. Et donnez-vous un petit défi additionnel si vous avez plus d'expérience à jouer l'américain. Qui sait, il va peut-être même vous battre, puis ça va contribuer à à son enthousiasme. C'est un jeu de type Bucket of Dice, chaudière de dés. Là, ce qu'on veut dire par là, c'est que souvent les wargames, c'est soit que quand arrive un combat, on brasse un seul dé, on regarde un tableau avec des bonus puis des pénalités pour voir c'est quoi le résultat, ou comme c'est le cas dans Dawn's Early Light, vous brassez un dé par unité. Alors dans les gros combats, là, c'est pas rare que les joueurs vont brasser 8-10 dés de la shot, ce qui peut donner toutes sortes de résultats puis qui va créer, j'en suis sûr, des souvenirs impérissables de votre partie, genre la fois où vous aviez 10 dés contre 3, vous avez brassé aucun hit avec vos 10 dés, votre adversaire a brassé 2 hits avec ses 3 dés. Ça va vous rester, ça va vous marquer à jamais. Si je vous montre les cartes très très rapidement, parce qu'on va les couvrir en détail là, évidemment dans une autre vidéo, on va même faire une revue des cartes comme on fait souvent dans sur la chaîne. Alors, des belles cartes. Sérieusement, le art style, là, le graphisme dans ce jeu-là, j'ai pas un mot à dire. C'est très beau, puis ça nous met dans le bain. C'est très clair aussi. Là. Fait que voici une main de carte de l'américain, main de carte du British, là, pour vous donner une idée. Là, on va passer l'anatomie des cartes dans une autre vidéo. Faites-vous en pas. Là. Bon, personnellement, une partie, j'en ai eu assez. C'est pas un commentaire négatif envers le jeu. J'aime les jeux plus complexes. J'aime les jeux où il y a plus de stratégie, là, sans dire que c'est un no-brainer, là, puis qu'on n'utilise pas notre cerveau du tout dans ce jeu-là. Là. Euh, je préfère, là, sans être prétentieux, là, j'ai l'air d'être ce jeu-là est pour le petit peuple et non pas pour moi. Mais j'aime les jeux personnellement un peu plus complexes avec un petit peu plus de couches de stratégie. Là. Mais je me suis pas emmerdé pendant ma partie. C'est quasiment impossible de s'emmerder pour moi dans un card-driven game avec beaucoup de jets de dés. Là. C'est toujours quand même très excitant.
Alors, tel que promis, nous allons faire un tour d'horizon du board. On va revenir sur la plupart de ces règles-là là, dans les vidéos correspondantes, mais c'est un peu là, comme dans tout bon vidéo d'intro là, pour vous donner une idée, pour savoir est-ce que je continue dans la playlist ou non. Ce jeu-là est-il pour moi, est-ce que ça m'accroche, oui ou non? Alors, le board est divisé en grandes régions, là. Ces régions-là sont considérées adjacentes l'une à l'autre, soit si elles partagent une frontière ou si le designer a pris la peine de mettre une flèche pour les relier. Alors, cette flèche-là montre que même si graphiquement la région Huron ne touche pas à la région de Potawatomi, ces deux régions-là sont quand même considérées comme étant adjacentes. Alors, il y a essentiellement deux types de régions. Il y a ce qu'on appelle les régions rurales, qui sont les grandes régions comme ça, à la forme, si on veut, irrégulière. Et il y a les town regions, qui sont les cercles comme ça. Donc, une région est soit une région rurale ou une town region. La, la couleur de background d'une région va indiquer si c'est une home region d'une des deux factions. Alors évidemment, là, les régions dont le background est bleu, c'est considéré une home region pour les États-Unis. Et les régions dont le background est rouge, ça va être considéré une home region pour le Britannique. Alors, chaque camp, au début de la game, contrôle ses home regions par défaut. Alors, même si les maritimes, entre guillemets, sont vides, même si présentement, il n'y a pas d'unités qui sont là, c'est quand même les Britanniques qui la contrôlent au début. Les régions dont le background est vert, ce sont évidemment toutes des régions rurales. Il s'agit de régions indiennes. Les Indiens, dans cette guerre-là et dans ce jeu-là, étaient du côté du Britannique. Alors, c'est une autre raison, je trouve, qui fait que c'est rough un peu pour l'Américain, là, mine de rien. Il n'y a pas tant d'Indiens que ça sur le board au début, là, mais il y a des cartes qui en font vraiment apparaître. C'est épouvantable là, dans la game que je suis en train de finir. Là. Je pense qu'il y a 10 unités indiennes à Hudson là, qui menacent d'attaquer New York. Là. Alors, c'est le party pogné là, comme on dit en bon québécois. Là. Alors, c'est quand même, là, je répète, là, quand on se bat, là, c'est un dé par unité. Alors, 10 Indiens, là, même s'ils sont peut-être moins bien organisés, là, moins forts en combat là, que la milice ou les unités régulières, là, n'empêche. 10 unités indiennes qui vous rentrent dedans, ça fesse, comme on dit. Les régions dont le background est transparent, si on veut, là, comme Fort Dearborn ou Niagara, ainsi que Spanish Florida, dont le background est jaune, se sont considérées des régions neutres par défaut. Elles n'appartiennent, ce ne sont pas des régions indiennes et ce ne sont pas des home regions de l'américain ou du britannique. Alors, ce sont des régions neutres, comme on dit, comme on va le voir, premier arrivé, premier servi. Première personne qui rentre dans ces régions-là, là, puis qui décide de les contrôler, là, peut ramasser la paye qui est écrite ici. Alors, parlant de paye, toutes les régions neutres et toutes les home regions ont une certaine valeur en points de victoire. À noter qu'il s'agit, bon, dans le cas des régions neutres, ce nombre de points de victoire-là est accordé à la faction qui contrôle la région. Par contre, dans le cas des home regions, vous aurez deviné que l'Américain, là, ça ne lui donne rien de contrôler Hudson. Là. Alors, l'Américain ne fait des points de victoire que pour les régions britanniques qui contrôlent, et à l'inverse, le Britannique ne fait des points de victoire que pour les régions américaines qu'il contrôle. Alors, le but, c'est de capturer les territoires de l'autre, les régions de l'autre, et de les occuper à la fin du tour là, pour être capable là, de passer à la caisse et de faire le nombre de points de victoire correspondant. Je répète que dans le cas des régions neutres, n'importe qui occupe la région va recevoir la paye. Alors, il n'y a personne dedans au début de la game, là, mais dès qu'une faction là, décide de rentrer dans une de ces régions-là là, et de l'occuper à la fin de la game, va recevoir le nombre de points de victoire à la fin du tour. Même principe que s'il contrôlait là, des régions qui appartiennent à son adversaire. Les villes, spécifiquement, pas toutes. Là. Détroit est une petite exception là, comme home region. Là. Mais les autres, la majorité des villes, là, des hometown regions, vont avoir un autre chiffre ici, là, un chiffre suivi de la lettre R. C'est le nombre de tokens de recrutement qui peuvent être ajoutés dans la ville. Ça représente là, thématiquement là, le manpower, là, la main-d'œuvre militaire disponible dans cette ville-là. Là. Fait qu'au début de la game, vous allez placer un certain nombre de tokens de recrutement qui est égal à la moitié de la valeur de ce chiffre-là round up. C'est pour ça qu'à New York, il y a une valeur de recrutement de 3. On met 2 tokens au début.
Puis à la fin de chaque tour, là, ça représente le temps qui passe, les gens qui vieillissent et les volontaires qui deviennent disponibles. Là. Vous allez rajouter des tokens de recrutement dans toutes les villes, mais une ville ne peut jamais avoir plus, par les voies naturelles, ne peut jamais avoir plus de tokens de recrutement que le chiffre qui est là. Alors même si vous attendez 5 tours pour recruter à New York, là, vous n'allez pas accumuler une pile de tokens de recrutement. Là. New York va plafonner à 3 par les voies naturelles, là, à part via des événements, là, comme d'habitude. Là. Et essentiellement, à chaque fois que vous recrutez, vous devez brûler ou dépenser un token de recrutement. Alors à chaque fois que vous décidez de mobiliser des troupes dans cette ville-là, là, c'est des tokens de recrutement qui vont y passer. Et quand il n'y a plus de tokens de recrutement dans une ville, vous ne pouvez plus recruter dans cette ville-là. Vous avez comme épuisé les volontaires, les hommes en âge de se battre. Il n'y en a plus de disponibles. Vous allez devoir attendre un petit peu avant que ça revienne. Sinon, au niveau du setup, bien évidemment, là, le jeu va tout vous donner les instructions là, qu'on a automatiquement dans le module Vassal. Là, placer une milice américaine à Hudson, placer une milice britannique à Kingston. Donc, toutes ces instructions-là vont être mentionnées là, avec le nombre de recrues de tokens que j'ai parlé tantôt. Si on fait le tour des autres petites affaires, là, on a le fameux turn track. On va en reparler dans le prochain vidéo. Là, c'est spécial. Là, ça, c'est, comme je dis, chaque game est unique. Là. Chaque game a ses petites affaires. Alors, il y a comme un tour avant le tour 1. Il y a comme un tour 0 dans ce jeu-là là, qu'on appelle le tour prélude. Là. On va voir les détails dans le prochain vidéo. Là. Mais on joue un petit tour spécial là, avec quelques exceptions là, avant vraiment de commencer là, sur le turn track euh, avec le tour 1 proprement dit là, jusqu'au tour 8. Là. On voit qu'un tour représente 6 mois. Là. C'est 2 tours par année. Alors le temps passe vite, là, si on veut, dans un jeu à l'échelle stratégique. Là, c'est un classique. Là. Le temps passe vite quand même. Alors, on a le turn track qui est ici. On a un endroit pour mettre des markers, là, certaines cartes, comme c'est classique dans les card-driven games, où on met en jeu des événements. On va mettre des markers là pour se rappeler que ces événements-là sont en jeu. On a la track des points de victoire qui commence à 0. Alors, c'est un classique là, track de points de victoire que j'appelle accordéon. C'est-à-dire que si le Britannique score 3 points de victoire, on va bouger le marqueur de 3 cases dans sa direction. Suite à ça, si l'Américain score 5 points de victoire, 1, 2, 3, 4, 5. OK? Alors, c'est un tug of war, là, si on veut, le souk à la corde de points de victoire. Alors, à tout moment, on est capable de savoir là, qui est en train de mener. Ceci dit, là, tant qu'à parler de cette track-là, ben, la condition de victoire peut être la plus probable si on arrive à la fin du 8e tour. Celui dont le marqueur de points de victoire est de son côté gagne la game. Si le marqueur de points de victoire est à 0, le jeu donne quand même la victoire au joueur américain. Tant qu'à être sur cette track-là aussi, si jamais un joueur atteint 20 points de victoire à un moment donné, là, moi ce que j'appelle ça comme ça, là, on met fin aux souffrances de son adversaire et on le déclare gagnant, ce serait extrêmement improbable de toute façon si un camp a atteint 20 points de victoire que son adversaire serait capable de ramener ça de son côté. Alors c'est un peu weird, la case 20 comme telle n'est pas là, là. Il aurait peut-être pu faire une petite place là, mais ce n'est pas 19, c'est vraiment à 20 points de victoire que c'est une victoire automatique. Là. Ensuite, quelque chose que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé intéressant, ils appellent ça les Political Contest Tracks, les tracks de concours politiques. Alors, vous avez opinion publique, économie, diplomatie, des choses qui n'ont pas nécessairement rapport avec les combats et la guerre comme telle. Mais là, c'était vraiment un combat de coq, là, un peu, là, entre les États-Unis aussi et le Britannique. Là. Alors, ça représente là, laquelle des deux nations a un petit edge côté économique, côté opinion publique, ou côté diplomatie, entre guillemets, mondiale, peut-être. Là. Alors, ces marqueurs-là qui commencent tout au début vont avancer sur ces tracks-là et vont donner les cadeaux là, qui sont mentionnés ici à une faction ou une autre. Là. Alors, quand la case est splittée en deux, l'Américain reçoit le cadeau qui est en haut, le Britannique reçoit le cadeau qui est en bas ici. Et quand il y a une seule case, ben, les deux camps reçoivent le même cadeau quand ils arrivent sur cette case-là. Là. Alors, on va le voir en détail, là, mais et les joueurs peuvent consciemment choisir sur quel track ils avancent à certains moments dans le jeu. Puis vous l'aurez deviné, il y a des événements qui font non seulement avancer, mais reculer des nations sur ces tracks-là. Alors, quand même intéressant. On va mettre ça à 0 ici. Bon.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a presque terminé. Là, bon, d'abord, il y a un British Navy, là, la marine britannique est représentée au début par 4 squadrons. C'est ce qu'il y a dans le setup. On place 4 squadrons ici. Le Britannique peut éventuellement en avoir plus, là, qui lui donne plus de flexibilité. Et éventuellement, j'en parlais, là, le Britannique peut même avoir des troupes ici prêtes à débarquer. Mais au début de la game, avec ces squadrons-là, il va surtout les déployer, on va le voir, dans des zones de blockade. Et quand une zone de blockade, entre guillemets, est complète, ben, ça donne un bonus aux Britanniques si jamais ils attaquent la ville en question. Là. Puis il y a 3 zones de blockade qui pointent sur différentes villes. Il y en a même une ici, mais qui demande trois squadrons pour être capable de la contrôler. Là. Alors, un dé de bonus en combat si la blockade est complétée par le Britannique et ça lui permet de faire débarquer des troupes une fois qu'il y en a ici. Ça va également le faire avancer sur cette traque-là ici, là. Donc ce qu'on appelle le théâtre naval. Là. Alors, une blockade donne un point de victoire aux Britanniques, deux blockades lui donnent 3 points de victoire et toutes les blockades lui donnent 5 points de victoire. Et le US peut contrer ça, on va le voir, avec une traque de privateering, là, genre de piraterie, piraterie endossée là, par les sponsorisés, le commandité par l'Américain. Là. Alors, à la fin d'un tour, là, on va voir où se trouve chacun des joueurs ici, là, et on va faire la différence entre les deux cases comme ça, et ça devient une paye de points de victoire. C'est une petite mini-game encore là qui se déroule en parallèle, en marge des combats terrestres, là, qui est quand même intéressante. Là. Puis finalement, si on regarde le board, ben, dans cette guerre-là, là, c'est ce fameux axe maritime-là là, qui part là, du fleuve Saint-Laurent puis qui s'en va jusqu'au Grand Lac était vraiment clé. Dans ce jeu-là, la façon que c'est représenté, là, c'est que on appelle ça un waterway, là, donc chacun de ces 4 affaires-là, là, on appelle ça un waterway. Là. Un waterway peut soit être neutre ou peut être contrôlé par une faction. Alors, la faction qui a le plus de tokens de contrôle sur un waterway, parce que des fois il y en a deux, est considérée comme le contrôlant. Mais si les deux camps ont le même nombre de tokens, comme ça peut être le cas ici, à ce moment-là, là, il est encore considéré neutre. Alors, s'il n'y a pas de token ou que les deux factions ont le même nombre de tokens, il est considéré neutre. Mais si une faction le contrôle, ben, ça lui permet de se déplacer, dans ce cas-là, directement de Kingston à Niagara par le waterway et ça va donner des bonus aussi en combat, là, le fait de contrôler une waterway adjacent à une région qui est attaquée. Là, on va tout voir les détails, là, mais c'est pour vous expliquer là, dans le tour d'horizon du board, ces espèces de petits corridors-là-ish un peu plus pâle. OK, et en terminant, là, peut-être autre condition de victoire là, qui résulte en une auto-win. Si jamais l'Américain contrôle à la fois Montréal et Halifax, victoire automatique. Encore là, c'est probablement de mettre fin aux souffrances, là, parce que si l'Américain contrôle ça, ça va pas bien. Là. Et à l'inverse, si le Britannique entre Boston, New York, Baltimore, Washington et la Nouvelle-Orléans, donc, sur ces 4 villes-là, si le Britannique en contrôle 3 sur 4, victoire automatique pour le Britannique. Autrement, ça va jouer sur les points de victoire, mais bon, si jamais pour une raison X, vous êtes en retard sur les points de victoire puis vous voulez y aller pour la victoire automatique, well, there you go. En même temps, tu sais, bon, si vous contrôlez, par exemple, si le Britannique contrôle ces 3 villes-là, là, ben, c'est minimum 10 points de victoire à la fin de chaque tour. Fait qu'à un moment donné, le marqueur de points de victoire va revirer en sa faveur anyway, là. Fait que les conditions automatiques de victoire ont quand même un lien avec les points de victoire. Là. Probablement que si vous êtes dans une position pour faire ça, vous êtes dans une position pour gagner au niveau des points de victoire. Anyway. Fait que voilà, je m'en tiens à ça. C'est juste pour vous faire un petit tour d'horizon, vous mettre l'eau à la bouche, vous dire est-ce que c'est un jeu pour moi? Ah, mettons, tu sais, je joue pas souvent à des wargames, mais ça a l'air assez simple. Marco, peux-tu me l'expliquer pour que je le comprenne? C'est sûr que oui. Fait que si ça a piqué votre curiosité, là, restez à l'écoute, poursuivez sur la playlist. On va passer à travers ensemble, on va faire une revue des cartes, on va donner à ce jeu-là le traitement qu'il se mérite, comme on fait tout le temps. À plus!